C'est avec le plus grand plaisir que je vais présenter le cours de géodynamique externe destiné aux étudiants de BCG, deuxième semestre, et ce dont ma contribution dans la formation à distance. Alors, ce cours est subdivisé en deux parties. Une première partie qui concerne les processus d'altération, de transport et de sédimentation, et une seconde partie qui concerne les milieux, les environnements sédimentaires. Alors là, c'est simple. La planète Terre, ou bien ce qu'on appelle la planète bleue, c'est un ensemble de phénomènes géodynamiques qui se passent, que ce soit dans sa partie interne, que ce soit dans sa partie externe. Alors, tout ce qui se passe dans la partie externe est attribué à la géodynamique externe qui est formée par un certain nombre de mécanismes. Elle est représentée, les mécanismes qui gèrent la formation des roches à la surface de la planète sont les phénomènes d'altération et les phénomènes d'érosion qui se forment dans les parties en amont, c'est-à-dire les chaînes de montagnes, ou bien les zones qui sont très relevées. Alors, et puis, après cette érosion, on a le transport. Et tous les sédiments transportés par différents processus de transport et agents de transport, que ce soit l'eau, que ce soit la glace, que ce soit le vent ou autre, vont être amenés vers des zones qui sont plus basses, à savoir la zone les plus basse, ce sont les zones marines ou bien les bassins profonds. Par la suite, on aura accès à un enfouissement, puis une diagénèse pour éventuellement former des couches qu'on va nommer les roches sédimentaires. Alors, le climat. Le climat, c'est un contrôleur général de la sédimentation et dans la planète Terre. Alors, si on voit par exemple ce contraste de couleurs, la zone verdâtre à blanchâtre, là on a un environnement qui est froid, un environnement qui est humide, est caractérisé par un certain nombre de sédimentations. Les érosions, le transport et la sédimentation sont différents par rapport aux endroits qui sont arides. D'ailleurs, même les motifs qui seront un peu sculptés de part et d'autre sont assez différents. Par exemple, dans les milieux qui sont un peu arides, on trouve par exemple la présence des lacs salés. C'est normal parce qu'il y a des phénomènes, ce qu'on appelle des phénomènes d'évaporation. Chose qu'on ne va pas trouver dans les zones qui sont un peu hautes, par exemple. Les zones hautes, alors ils sont sièges des régimes d'érosion, etc. Et d'ailleurs, ils sont très froids avec la tombée de la neige. La neige, elle est susceptible de nous provoquer un certain nombre de phénomènes géodynamiques, par exemple la gélifraction dont je vais parler tout à l'heure. Alors, la géodynamique externe, c'est tout un ensemble de phénomènes qui est intimement lié avec sa source initiale, qui est la géodynamique interne. Alors, les roches, en général, les roches, il y a les roches magmatiques qui se forment après fusion et vont nous donner des roches magmatiques qui vont cristalliser soit en profondeur en roches plutoniques, soit en surface en roches volcaniques. Toutes ces roches, par la tectonique, ils vont former des reliefs. Les reliefs sont dans la partie externe. La partie externe, c'est elle qui va être soumise à une érosion, puis un transport et une sédimentation. Cette sédimentation, c'est toujours dans les parties qui sont les plus basses. Alors, regardez là. Là, c'est la mer. Le niveau, c'est un bassin, mais c'est un bassin qui est profond. Donc, il va recevoir plus de sédiments et des épaisseurs qui sont plus grandes de sédiments. Là, c'est un lac. Il va recevoir moins de sédiments. Et on n'a pas la même nature de roche. Et les mêmes roches, après l'enfouissement et diagénèse qu'on a vu tout à l'heure, elles vont se mettre en profondeur pour éventuellement, une fois qu'ils rentrent en profondeur, on a un autre outil qui est mis en jeu. C'est un peu thermique, c'est le gradient géothermique. Plus on rentre en profondeur,
puis il y a une augmentation de la température et une augmentation de la pression. Donc les roches vont se transformer automatiquement et ça va nous donner des roches qui sont métamorphiques. Ces roches métamorphiques, bien sûr, avec toujours ce gradient géothermique, une fois qu'ils rentrent en profondeur avec pression, ils vont fusionner et donner un peu une chambre magmatique. Le cycle de roches peut se mettre de cette façon. Alors, on peut avoir une roche magmatique, une roche initiale, qui va nous donner une roche plutonique, et puis les sédiments, et on a toutes les interactions entre roches métamorphiques, roches magmatiques et roches sédimentaires. C'est-à-dire, autrement dit, il faut dire qu'il y a une relation intime entre tout ce qui est géodynamique interne et géodynamique externe. D'ailleurs, on peut le voir là. Là, si on voit par exemple, on a par exemple une plaque lithosphérique qui plonge sous une plaque continentale, ici, alors, sur une autre plaque. Automatiquement, là, qu'est-ce qu'on a? On a une perte de la matière. Cette perte de la matière, elle sera récompensée, rien ne se perd, le tout se transforme et il va former les reliefs. Les reliefs avec, bien sûr, les reliefs seront très hauts. Et les reliefs avec toujours le contrôleur général, c'est le climat, avec la pluviométrie, les précipitations, la neige, etc. Tout ça va provoquer un peu un ruissellement qui est diffus, par exemple un transport par l'eau, pourquoi pas par la neige qui est l'agent de transport le plus dur et le plus fort. Et on aura les sédiments qui se déposent. Et c'est toujours un cycle sédimentaire. Alors, la dynamique externe de la Terre, ou bien ce qu'on appelle la géodynamique externe, concerne tout à fait la dynamique qui se fait à la surface de notre planète. Alors, l'eau, la glace et le vent, ils sculptent les surfaces. Ce sont les véritables sculpteurs. Mais chaque sculpteur, il a sa force. Bien sûr, le vent reste le sculpteur. Et voilà, il érode moins, doucement, mais efficacement. C'est le beau sculpteur parce qu'il met beaucoup de temps pour façonner un peu les reliefs, pour nous donner un peu les paysages qui seront obtenus, qui reflètent la nature, la composition des roches. Alors, il faut assimiler une chose. La planète Terre, pourquoi on l'a appelée la planète bleue? Bien sûr, c'est évident, c'est la présence de 71% d'eau. 71% d'eau à la surface de la planète. Mais il faut voir que les points extrêmes entre des reliefs, entre de la lithosphère, il y a le mont Everest, l'Himalaya, c'est plus de 8800 mètres, mais les points les plus bas, c'est à 8800 mètres. Ce sont dans les fosses de Marianne. Si on voit ça, le mont Everest, la différence de dénivelé entre le mont Everest en Himalaya, le plein le plus haut, et les fosses de Marianne, c'est à peu près moins 11 km. Entre les deux, c'est à peu près 20 km de dénivelé. Alors, les ressources. Bien sûr, les couches superficielles de la planète, ils contiennent des ressources naturelles, des gîtes, des combustibles fossiles, comme les schistes bitumineux d'ailleurs, le sel, les ressources organominérales, etc. Tout ça, c'est tributaire de la surface de la Terre. Et c'est régi par tout ce qui se passe à la surface de la Terre. Toutefois, il y a des interactions entre la lithosphère, entre l'hydrosphère, la sténosphère, la biosphère, ainsi de suite. Toutes ces interactions, ils sont d'ailleurs les responsables des enjeux climatiques qui sont actuels. Alors, les processus d'altération et d'érosion, ils se subdivisent en deux. Il y a d'ailleurs l'altération qui est proprement chimique, qui est liée à des réactions chimiques pures et dures. Et il y a la désagrégation mécanique, je ne préfère pas dire altération mécanique. Bien sûr, la roche, elle s'altère, mais je préfère le terme désagrégation mécanique, c'est-à-dire le relief se trouve un peu plus réduit à force de l'érosion. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'érosion. Ces processus agissent au mieux sur les sols. Pourquoi sur les sols? Parce que les sols, si on peut les subdiviser, il y a une partie qui est supérieure, là où il y a la végétation, on peut cultiver quelque chose. D'ailleurs, c'est un sol qui est
c'est un matériel qui est organo-minéral. Il y a la matière organique et il y a la matière minérale. La roche, elle est très altérée et la structure, elle peut se modifier facilement. Mais la partie médiane, c'est une roche qui est relativement altérée. Elle est meuble, c'est-à-dire elle n'est pas assez compétente. D'ailleurs, on voit ces fissures-là un peu partout. D'ailleurs, les fissures, qu'est-ce qu'elles pénètrent? Elles peuvent éventuellement, les fissures peuvent éventuellement, ce sont des zones de faiblesse, et ils peuvent laisser un peu le passage de la pluie vers les zones qui sont un peu en profondeur. Mais plus on descend jusqu'à la partie la plus profonde, on s'éloigne du sol, plus la roche, plus il y a moins de porosité, moins de zones de faiblesse, la roche devient relativement saine. La roche saine, bien sûr, elle s'érode un peu difficilement. Voici un exemple qui est concret d'un sol. Voilà, le sol, c'est un sol organominéral. D'ailleurs, il y a de la végétation, mais regardez là. Là, c'est ce qu'on appelle des éboulis. Je reviendrai par la suite. Des éboulis, c'est un matériel qui est déposé quelque part par la rivière, mais il n'est pas encore consolidé. Mais au-dessus, c'est ce qu'on appelle une terrasse fluviatile, l'oued, il était quelque part là. Mais en creusant son lit, il est descendu là. Là, ce matériel, il n'est pas encore consolidé. Mais celui-là, il l'est. Automatiquement, celui-là, il est antérieur à celui-là. Et celui-là, il sera solidifié et consolidé par la suite. Bon, solidifié, il est solide d'ailleurs, je m'excuse. Mais par la suite, il sera un peu consolidé et cimenté. Et peut-être on pourra avoir même une matrice et il sera postérieur. Alors, quels sont ces mécanismes qui sont responsables de l'érosion dans ces régions? Il y a l'altération chimique et il y a la désagrégation mécanique. La désagrégation mécanique, ce sont des choses qu'on peut voir, ce sont les chutes de roches par gravité. Mais l'altération chimique, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les grottes, les stalactites, les stalagmites, etc. C'est la dissolution des roches par des réactions chimiques. Pour la désagrégation mécanique, il s'agit d'une fragmentation. Bon, c'est une cassure qui tend à diminuer l'épaisseur des sols. Le sol, on peut avoir un sol 2 mètres, 3 mètres, mais le sol, il pourra être réduit. Et les couches géologiques dont les éléments sont arrachés, on va arracher un élément, on va le transporter notamment, et on va le déposer quelque part, et ce, suite aux variations brusques et brutales de température et des précipitations. Pourquoi? Les inondations les plus graves sont les inondations qui viennent pendant l'été. D'ailleurs, si on reste par exemple dans une zone qui est aride, c'est un sol qui est sec, alors là, il reste pendant longtemps, le sol il est asséché, il est assoiffé, si on veut dire là, atchan, mais par la suite, s'il y a des précipitations qui viennent pendant, etc., il trouve ce sol asséché, alors tout l'écoulement, il reste en surface. Et si l'écoulement reste en surface, on aura peut-être des glissements de terrain et autres. D'un autre côté, la fragmentation est facilitée par la présence de discontinuité. C'est ce que j'appelle les zones de faiblesse dans les roches. Quelles sont ces zones de discontinuité ou bien ces zones de faiblesse? Il y a les joints de stratification entre les couches. Il y a les diaclasses, ce sont les cassures mais sans mouvement, des petites cassures dans les roches. Il y a les fissures, les failles, etc., les fractures, à petite et à grande échelle, et il y a les pores, il y a les roches qui sont poreuses et qui peuvent emmagasiner quelques gouttelettes d'eau ou de neige, etc., et qui peuvent faire des fragmentations et des éclatements qui deviennent effectifs par les principaux mécanismes. C'est simple, on prend un amalgame qui pourra être cassé en un certain nombre d'éléments. Et il se divise. Plus l'élément il devient très petit, plus l'élément il sera transporté. Alors, l'érosion transporte
C'est comme le transport dans un bus. On porte des gens, il y a plusieurs stations. Plus l'énergie, plus la vitesse est importante, plus on peut amener le maximum de gens. Parfois, on laisse descendre quelques-uns dans une station, on porte d'autres. C'est ça comme un WED, une rivière, tous les agents de transport. Alors, ce qui peut se passer du passant mécanique? Il y a l'écroulement. L'écroulement, c'est lorsqu'une roche qui est dure, rigide, voit son substratum déblayé et érodé. La roche qui est dure et le substratum, par exemple, qui est généralement argileux, etc., si on le lève par des précipitations autres, voilà, il y aura une petite chute. Et la chute, il pourra s'écouler. On pourra avoir un écroulement brutal, et ça, on le trouve généralement là dans les bâtis qui sont près des plages, dans le littoral. Les maisons, parfois tu trouves des maisons, le littoral, il y a des sables, il y a des plages, on pourra avoir un enlèvement près du littoral, dans la naissance, un déplacement en masse. La partie qui sera écroulée peut, lors de la chute, se dissocier en éléments de plus en plus petits. Bien sûr, si on prend une roche, si on la casse, on aura de plusieurs petits éléments. Il y a même des petits éléments qu'on ne peut même pas voir à l'œil nu. Voici un écroulement. Alors, si on voit, voilà, il est brutal, rapide, mais si on voit ces images-là, tout d'abord, il faut prendre l'échelle. Voilà, regardez les grands tracts, les bulldozers, etc. La taille, alors ils sont en dizaines, et la masse glissée. Une chose, c'est le front pour voir le front, l'amont et l'aval, la partie amont, la partie haute et la partie aval, c'est-à-dire la partie basse. Il faut voir l'architecture, toujours. En géodynamique externe, il faut voir l'architecture. Avant de traiter les mécanismes qui en sont responsables. Regardez, là, on voit la forme un peu conique. C'est la forme d'un delta. Et par la suite, on va voir les éléments. Si on voit cet élément par rapport au tract, c'est le 1/10 de tract. C'est-à-dire, ce n'est pas un caillou, mais c'est un bloc de roche qui a été amené. C'est-à-dire, l'échelle, ça sert toujours. Le glissement de terrain, il s'agit tout simplement d'un déplacement qui est lent, bien sûr. S'il est rapide, c'est une chute par gravité. Mais il est lent, pourquoi? D'une masse de terrain sur une surface donnée, peu importe sa forme. Ce déplacement dépend tout d'abord de la pente, si on prend un matériel qui va glisser. Plus la pente est forte, plus la vitesse de l'écroulement est rapide, c'est normal. Plus la pente est basse, puis il va s'écrouler. Mais il y a un autre paramètre, la nature plastique. On sait l'argile, le gypse, etc. Il y a plusieurs matériaux. C'est argile et les plastiques. Donc, une fois il y a de l'eau qui pénètre, on aura automatiquement le matériel qui va gonfler. S'il gonfle, il devient plastique, alors il faut voir la teneur de l'eau. Si on laisse une goutte d'eau avec une goutte de miel, ils ne vont pas glisser de la même manière, parce qu'ils n'ont pas les mêmes paramètres physiques. La goutte de miel va glisser lentement, avec la même pente. C'est-à-dire, il faut essayer de voir un peu pour l'interprétation. C'est l'exemple des glissements des terrains. Dans un terrain argileux qui va gonfler, il y aura une augmentation de la pression interstitielle, c'est-à-dire la pression entre les roches. Et cette décohésion, ça va provoquer la décohésion. Il y a la cohésion et la décohésion. S'il y a une décohésion, il y aura une chute et une fragmentation. Et s'il y a une chute et fragmentation, il y aura une surcharge. Et s'il y a une surcharge, ça va causer automatiquement un glissement de terrain. Voici un autre exemple. Mon échelle, voilà, c'est les voitures, c'est les routes, etc., etc. Et à partir de ces routes, les voitures, je vois que ce sont des blocs. Là, c'est un glissement de terrain qui est plus grave par rapport au premier. Le premier, il est plus grand dans l'espace, mais il n'est pas plus grave, selon la nature des roches. Mais celui-là, il pourra provoquer, bien sûr, et même les infrastructures les plus fortes, etc., ils ne peuvent pas se lâcher des glissements de terrain. Alors, il faut imaginer les zones désertes.
les zones désertes dans le Moyen Atlas, dans le Haut Atlas, au Maroc, dans plusieurs pays, etc., où les routes sont coupées de certains villages, etc., avec une infrastructure qui est modeste, et on a des inondations de temps en temps qui sont intermittentes, et parfois ils sont permanentes. Alors, un glissement, c'est simple, c'est caricatural, c'est un peu, c'est on fait un glissement qui est plein, ou bien la zone, il est incurvé, là. Alors, vous vous souvenez de votre année de baccalauréat, lorsque vous avez fait la physique, c'est le glissement d'un bloc sur un plan. Et on fait un peu la formule avec les différentes forces, avec le P égale mg, avec tout ça, avec le frottement, etc. Vous pouvez faire, c'est-à-dire vous pouvez faire le même exercice, même avec un bloc de roche qui va glisser sur un plan. Et on va, lorsqu'il est arqué, courbé, incurvé, on peut rajouter le alpha, tout simplement, et c'est un autre exercice. Voilà le détachement, là, 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 là. Le bloc, il était là, mais il glisse. Automatiquement, on peut avoir une idée. Quel est le plus grave? Est-ce que le glissement rotationnel ou bien le glissement plane? Pour répondre à cette question, ce bloc ou ce bloc, qui va glisser et avec quelle vitesse? Automatiquement, lorsque c'est plan, c'est le toboggan, celui-là. Un toboggan qui est plane, automatiquement, la vitesse sera encore plus forte et plus rapide. Alors, c'est plus grave. Un exemple concret, à votre avis, voilà, on voit la nature, l'architecture, toujours, voilà, regardez la zone, elle est incurvée, donc automatiquement, c'est un glissement de terrain, et la zone affaissée, elle a subi automatiquement un glissement de terrain qui est rotationnel. Il y a l'effet de l'éclatement sur l'effet du gel et du dégel, et ce qu'on appelle la cryoclastie. C'est ce qu'on appelle encore la thermoclastie. Là, c'est simple. La thermoclastie, c'est simple. Lorsqu'on est en zone froide, par exemple la région d'Ifrane, ici au Maroc, bien sûr, il y a des altitudes. L'eau, en haut, il devient neige pendant le soir. Automatiquement, il va augmenter son volume. L'eau, elle est déjà dans des pores, des fissures, des cassures, etc. Peu importe. Pour moi, ce sont des zones de faiblesse. Mais une fois l'eau il pénètre, il va rester dans cette zone de faiblesse. Lorsqu'il reste dans cette zone de faiblesse, automatiquement, il va voir son volume augmenter. S'il voit son volume augmenter, automatiquement, il y a une petite séparation, 1 millimètre, moins d'1 millimètre, peu importe. Mais ce sont des variations qui sont chaque jour, journalières. Bien sûr, le matin, voilà, la glace devient eau. Le soir, l'eau devient glace. Et on voit un peu la fissure qui augmente. Et il y aura séparation entre les deux. S'il y a séparation, il y aura éclatement. S'il y a éclatement, le petit caillou, roche, selon les dimensions, il va tomber, il va glisser. Et même les grands blocs, ils peuvent glisser. C'est comme ça qu'on pourra avoir siège à ce qu'on appelle des avalanches. Alors, ce qu'on en voit, bien sûr, c'est une image magnifique de la zone la plus haute, la plus culminante. C'est un peu le petit zénith de la Terre. Le zénith, c'est la partie du nord de la Terre, c'est le pôle nord. Mais pour moi, c'est mon zénith, c'est le top Everest, c'est la zone la plus culminante de la Terre, 8800 mètres. Et bien sûr, là, les phénomènes de gélifraction et de thermoclastie est la plus importante. Alors, ce sont les roches les plus poreuses, ils ont ces zones de faiblesse, qui retiennent de l'eau et qui sont les plus gélives. Les plus gélives, c'est-à-dire les plus susceptibles au phénomène de gélifraction. Et ainsi les plus susceptibles à cette fragmentation, bien évidemment. Alors, automatiquement, c'est l'exemple des calcaires argileux qui se fragmentent en petits exercices, c'est des chips, un peu des chips, des frites, des débits en frites, ça nous donne des petites images comme ça, des petits débits en frites. Et puis, il ne faut pas oublier l'activité biologique. L'exemple, la pénétration des racines dans les sols. Bien sûr, la racine, lorsqu'elle rentre dans le sol, ou bien un bourgeon, lorsqu'il sort, automatiquement, il sort soit dans un sol, soit dans une roche, etc. Il va grandir,
il devient de plus en plus solide, c'est comme la gélifraction, il va pousser un peu la roche, ce qu'on voit de temps en temps des oliviers dans des roches, etc. Et il engendre les multiples espaces qui seront le siège d'une altération qui est chimique ou bien une désagrégation mécanique. Pourquoi? Tout simplement pour comprendre, c'est que plus il y a une roche qui sera fracturée, une pore, pourquoi il va favoriser l'altération chimique? Parce que c'est un creux, il va faire un creux. Il y aura des précipitations, la précipitation lorsqu'elle tombe, il va trouver un petit peu la pore, il va pénétrer. Il va suivre les zones qui sont les zones de faiblesse. Et bien sûr, il y aura la fragmentation mécanique. Et voici cette image. Alors, pour nous, tout ce qu'on entend, c'est que la végétation, c'est un agent qui peut arrêter, ou bien diminuer l'érosion. Oui, effectivement, il peut arrêter et diminuer l'érosion. Ces racines d'arbres, là, dans ce monument historique-là, et voilà, il bloque un petit peu les blocs. Il ne les laisse pas tomber. Mais en même temps, lorsqu'elle grandit, voilà, c'est là, elle rentre un peu dans les zones de faiblesse des petites briques. Il va chercher la zone de faiblesse, là où il y a de l'eau pour se nourrir, etc., etc. Il va pénétrer, il va le séparer peu à peu. Il le sépare, il le garde. C'est un agent d'érosion et c'est un agent qui peut lutter contre l'érosion. Et puis, il y a l'altération chimique. C'est ce qu'on appelle l'hydrolyse, qui représente la décomposition chimique des minéraux. Ce sont des simples, c'est la mise en solution des cations. Le départ des cations par l'hydrolyse est fonction de rayon ionique. Chaque cation, il a son rayon ionique. Et ça dépend de ce rayon qu'il est plus soluble ou bien moins soluble. Voilà, c'est un exemple de dégradation d'un feldspath. Dans ce feldspath-là, on élimine un peu les minéraux silicatés. Alors, les minéraux silicatés, on prend 3 silices, un aluminium, et on élimine les autres pour mettre la dégradation. Alors, les cations qui sont solubles, j'ai dit par rapport à leur rayon ionique, soit il est inférieur à 3, c'est ce qu'on appelle les cations migrateurs, soit des hydrolysats qui sont inférieurs à 10, tous les hydrolysats, etc., soit ceux qui sont supérieurs à 10, c'est ce qu'on appelle les oxyanions, et sont les plus solubles et les plus migrateurs. Pour moi, plus solubles, c'est-à-dire le plus susceptible à subir une réaction chimique. C'est comme du sel dans l'eau. Le sel de l'eau, il est soluble. Mais si on rajoute un peu une action mécanique avec la cuillère, elle est encore plus soluble. C'est-à-dire 2 paramètres physiques et chimiques qui sont concomitants pour réagir. Alors, ensemble, les éléments vont former des édifices, ou bien, ce que je préfère le terme, la charpente, une charpente métallique, une charpente silicatée, une charpente formée d'un certain minéraux. Une fois on perd cette charpente, on perd la liaison entre les minéraux. Une fois on perd la liaison entre les minéraux, automatiquement, le minéral se devient faible. S'il devient faible, il sera le plus susceptible à être érodé, à se dissocier. Tout simplement, et bien sûr, je reviens, tout simplement, c'est interdépendant du climat. Ainsi, les principaux produits d'altération, lorsque les conditions dans lesquelles les minéraux constituent étaient stables, ont un équilibre thermodynamique, ils changent. C'est-à-dire il y a des grades de stabilité des minéraux. Une fois le minéral perd sa stabilité, il va être soluble, ou bien dégradé, ou bien faible, etc. Là, je vais donner 3 exemples qui sont intimement liés à la température, à la pluviosité, la pluviométrie, la nature de la roche-mère et le régime et l'instabilité tectonique. Pourquoi la tectonique? Parce que la faille, c'est une zone de faiblesse, que ce soit petite ou bien grande. Il y a les produits résiduels ou bien les produits d'héritage, c'est-à-dire les minéraux résiduels ayant résisté à l'altération et les origines. Dans ce cas, les minéraux,
ils correspondent à des cristaux qui sont de plus en plus compétents et qui restent en résidu. Et c'est l'exemple d'ailleurs des métaux lourds. Même les métaux lourds, etc., le cadmium, etc., ce sont des métaux résiduels. Le diamant, c'est un métal qui est vraiment très dur, etc. C'est difficile à éroder. Les produits de transformation, c'est-à-dire qui peuvent se transformer. Et pour les produits de transformation, on a 3 exemples. Et c'est celle-là que je veux mettre au point. Il y a 3 réactions chimiques. La bisialisation, la monosialisation et la lithisation. Là, elle est très importante. C'est-à-dire, on peut prendre le départ à partir d'un minéral qui est un peu dur, fort. C'est le feldspath. On connaît sa dureté. On connaît la dureté du quartz, du feldspath, ils sont des minéraux un peu durs. Après bisialisation, et je vais m'expliquer par la suite, le feldspath, il pourra évoluer en élite. Vermiculite, chlorite, c'est la même. D'ailleurs, c'est le même grade, le même degré de dureté. Plus la réaction chimique est avancée, par le cadre de la monosialisation, on peut former la kaolinite, qui est, elle aussi, c'est un minéral qui est argileux, c'est-à-dire qui est plus faible, il n'est pas très dur. Et puis, on aura la gypsite, par le cadre de la lithisation. Alors, la bisialisation, tout simplement, au cours de laquelle l'orthose est dans l'élite. Ce type d'altération, c'est-à-dire, elle se traduit par une perte de 60% de contenu initial en silice et de 70% en potassium. C'est-à-dire, le minéral, il a perdu la silice et le potassium. Je vais donner un exemple. C'est comme une femme enceinte. Au premier mois, elle va chez le médecin. Elle va lui dire, alors tu prends un petit peu de fer. Le deuxième mois, elle va chez le médecin. Elle voit son ventre un peu grandir. Ah là, il va chez le médecin. Alors, il lui donne du magnésium. Pourquoi? Il essaye de compenser le matériel qui a pondé pendant les réactions entre elle et son bébé. Et une fois, après les 9 mois, elle a été récompensée par le magnésium, fer, etc., elle pourra retourner à l'état normal. C'est-à-dire, là, dans cette réaction, ce que je veux dire, c'est que je peux retourner à l'état normal, au laboratoire, en assimilant un peu de silicium, de potassium et un peu de la silice. Mais si je prends cette élite et je fais une autre réaction, alors on va perdre encore l'orthose, il va passer directement à la kaolinite. Le lessivage, c'est comme la lessive, comme les détergents, etc. Lorsqu'on lessive un peu nos vêtements, etc., on met un produit. Si on laisse 24 heures, on va avoir la couleur noire des déchets à partir des vêtements. C'est une réaction chimique entre le produit et les vêtements. C'est la même chose. Le lessivage, là aussi, c'est un lessivage. De la silice est plus important, 67%. Il est plus important que la première fois. Mais celui du potassium, il est complètement éliminé. C'est-à-dire qu'il a perdu complètement son potassium. La troisième réaction, c'est la lithisation, où la perte de la silice et du potassium est totale. C'est-à-dire, je vais m'expliquer avec un exemple. Il y a la bisialisation, monosialisation et alithisation, 3 réactions. Et je vais donner un exemple, on le connaît tous. Il y a l'hépatite A, l'hépatite B et l'hépatite C. L'hépatite A, elle est réversible. C'est ce qu'on appelle la jaunisse, ce qu'on appelle l'ictère, bosphère, etc. Lorsqu'on prend le patient, il perd des minéraux. Mais il peut retourner à l'état normal. Il pourra être guéri. C'est par la bisialisation. Si on passe à la monosialisation,
c'est-à-dire qu'on a perdu encore plus de minéraux. C'est comme si on a passé, c'est comme un patient est passé de l'hépatite A à l'hépatite B. Au début, le patient, c'est le feldspath. Il était beau, il était grand, il était costaud. Mais une fois il est atteint par l'hépatite A, il commence à maigrir, etc. Il commence à perdre des minéraux. C'est la bisialisation. Une fois à la monosialisation, il sera transporté à l'hôpital. Automatiquement, on passe directement à l'hépatite B. Il a perdu encore plus de minéraux. C'est-à-dire qu'il a la chance d'être guéri. Mais une fois il y a une perte totale de la silice et du potassium, le patient, ou bien le feldspath, se trouve défiguré. On ne le reconnaît même pas. C'est comme les patients. On ne le reconnaît pas. Il devient maigre, etc. Il a perdu tous ses minéraux, c'est-à-dire c'est irréversible. On ne peut pas retourner à l'état initial. C'est-à-dire il devient ce qu'on appelle altéré. Le corps, il est altéré. Et c'est de là que vient le terme altération des roches. Il pourra être altéré facilement. Et puis, enfin, il y a les produits. Tous ces produits qu'on a altérés, on pourra les former à nouveau. C'est ce qu'on appelle les produits de néoformation. Tout compte fait, au point de vue géodynamique externe, soit des produits d'héritage, soit des produits de transformation, soit des produits qui sont néoformés. Tout compte fait, la Terre reste. Tout ce qui se passe dans la partie externe de la Terre, c'est un équilibre géodynamique. Que ce soit la pression interne de la Terre, que ce soit les températures internes de la Terre, rien ne se perd, rien ne se gagne, le tout se transforme. S'il n'y a pas des séismes, des volcans de la Terre qui libèrent un peu l'énergie emmagasinée dans sa partie interne, vers sa partie externe, qu'on va prendre et recycler encore. C'est un recyclage. C'est comme dans les usines. On prend un matériel de là, on le dépose dans une autre partie. On le prend dans des zones hautes, on le dépose dans des zones basses. On les prend des amont, on les dépose dans l'aval. La nature reste paresseuse et suit toujours le chemin le plus facile et le plus simple. Merci.